suis aujourd'hui spécialiste en activité clinique au 6 Montérégie-Est et j'ai le privilège d'animer ce webinaire d'aujourd'hui. C'est un webinaire qui est associé à la série des webinaires de Cible Qualité 3. Le titre, le soutien à l'autogestion et les interventions de faible intensité pour les personnes souffrant de troubles dépressifs et anxieux. Ce webinaire est offert par le regroupement stratégique en santé mentale du réseau de recherche en santé des populations en collaboration avec le réseau Calaxia. Le soutien à l'autogestion a été un thème qui a été très populaire lors des projets de Cible Qualité 1 et Cible Qualité 2. Et c'est pour cette raison qu'on s'est associé à Mme Janie Houle et à l'organisme Revive avec son porte-parole Bruno Collard pour organiser ce webinaire. Avant de débuter, je vous informe que la séance sera enregistrée et sera rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Ce webinaire se déroulera comme suit. Tout d'abord, notre conférencière Janie Houle, psychologue communautaire, professeure au département de psychologie à l'UQAM, chercheure régulière au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie, nous présentera d'abord ce qu'est l'autogestion des soins et présentera également les éléments clés pour en évaluer l'efficacité. Par la suite, Mme Houle nous présentera des outils et certaines initiatives qui viennent soutenir cette forme d'intervention. En deuxième partie, notre invité, Bruno Collard, coordonnateur clinique chez Revive, nous présentera les défis en partageant les défis liés au soutien à l'autogestion des soins, en partageant l'expérience de Revive quant à l'implantation de ce modèle auprès de différentes équipes en santé mentale du Québec. Plus spécifiquement, il nous parlera également du programme J'avance. Nous tiendrons ensuite une période de questions, d'échanges avec l'audience. Ainsi, je vous invite, dès maintenant, à inscrire vos sections dans la section « Conversation » située à la gauche de votre écran. Je vous invite également à inscrire dans le module de conversation le nombre de participants dans votre salle si vous êtes plus qu'une personne. Par exemple, si vous êtes actuellement 10 personnes de branchées dans un CSSS, dans une organisation communautaire ou tout autre endroit, veuillez, s'il vous plaît, nous donner l'information. Notez que la présentation PowerPoint de la séance peut être téléchargée dans l'encadré « Partage de fichiers » que vous trouvez au bas de l'écran. Alors, dans ce premier webinaire, les objectifs de cette présentation seront de synthétiser les caractéristiques et l'efficacité des interventions d'autogestion et de faible intensité, de choisir des outils d'autogestion qui peuvent être rendus disponibles pour les patients, de mettre en place des interventions qui soutiennent l'autogestion et de distinguer les principaux éléments qui permettent de guider les patients dans le choix du traitement. Finalement, des interventions et des outils spécifiques seront présentés. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Janie Houle. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du soutien à l'autogestion. Alors, tout d'abord, première question, pourquoi soutenir l'autogestion des troubles anxieux et dépressifs? Tout d'abord, il faut savoir que les troubles anxieux et dépressifs figurent parmi les troubles mentaux les plus courants au sein de la population québécoise. En fait, ils représenteraient 65% de l'ensemble des troubles mentaux répertoriés au Québec. La prévalence à vie est également élevée. Pour le trouble anxieux, on la cible à 17% et c'est plus d'une personne sur 10 qui souffrira d'un trouble dépressif majeur au cours de sa vie au Québec. Ce qu'on constate également dans les recherches, c'est que les troubles anxieux et dépressifs surviennent souvent en comorbidité, c'est-à-dire que la majorité des personnes qui sont atteintes souffrent des deux troubles, les troubles anxieux et dépressifs en même temps. On sait heureusement qu'il existe des traitements qui sont efficaces, qu'il s'agisse de la pharmacothérapie ou de la psychothérapie. Les études sont claires à cet effet-là. Ce sont des modalités de traitement qui sont efficaces pour les troubles anxieux et dépressifs. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une efficacité qui est à 100%. Il y a quand même une certaine proportion des personnes qui obtiennent des traitements optimaux,
qui n'atteindront pas la rémission de leurs symptômes en dessous du seuil clinique. Donc, on estime cette proportion-là à entre 20 et 50% des personnes qui reçoivent un traitement, mais qui n'atteignent pas la rémission. De plus, ce qu'on sait, c'est que chez les chanceux qui atteignent la rémission, il y a quand même 85% à 95% de ces personnes-là qui devront quand même composer avec des symptômes résiduels de leur maladie. Okay? Ils vont toujours devoir un petit peu lutter contre un petit peu d'anxiété ou un petit fond de dépression, hein, et souvent tout au long de la vie. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une donnée qui est importante à se rappeler, les fameux symptômes résiduels. Ce qu'on sait aussi par rapport aux troubles anxieux et dépressifs, c'est que ce sont des troubles qui sont pas toujours chroniques, mais à tout le moins assez récurrents. Donc, le taux de rechute 5 ans après une rémission pour un épisode de dépression majeure est évalué à peu près 60%, alors qu'il serait d'environ 25 à 50% dans le cas des troubles anxieux. Donc, vous constaterez avec moi que c'est un problème qui est quand même assez récurrent. Pour cette raison-là, c'est donc la forte récurrence des troubles anxieux et dépressifs, de plus en plus d'experts considèrent que le modèle de gestion des maladies chroniques, qui traditionnellement, on appliquait ça surtout aux problèmes de santé physique chronique, comme le diabète par exemple, pourrait être aussi un bon modèle à utiliser pour organiser les soins et services en santé mentale, particulièrement pour les troubles anxieux et dépressifs. Et le soutien à l'autogestion figure parmi les composantes essentielles du modèle de gestion des maladies chroniques. Le soutien à l'autogestion permet de préparer et d'outiller les personnes afin qu'elles puissent bien gérer leur santé et aussi leurs soins de santé. C'est aussi une approche qui reconnaît que la personne est un acteur absolument central dans la prise en charge de sa santé et de ses soins. Hein? Le soutien à l'autogestion constate que, dans le fond, même si la personne a la chance de voir son psychologue à 1 heure à toutes les semaines, de voir son médecin 1 demi-heure à tous les mois, c'est chanceuse, mais quand même, il reste que la grande majorité du temps, la personne est chez elle, est dans sa famille, est dans sa communauté, puis elle tente de gérer sa santé, puis de travailler sur sa santé mentale. Donc, le soutien à l'autogestion, c'est vraiment dans cette perspective-là, d'outiller la personne dans sa vie quotidienne et tout au long de la vie, à prendre soin de sa santé mentale, à prévenir les rechutes, et voilà. Donc, j'aurai une définition plus formelle à vous proposer dans quelques instants. Un autre élément très important dans le soutien à l'autogestion, puis dans le modèle de gestion des maladies chroniques aussi, c'est la valorisation des savoirs expérientiels. Qu'est-ce que c'est que ça, les savoirs expérientiels? C'est les savoirs que les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale développent dans l'expérimentation de cette maladie-là au quotidien. Et donc, c'est des savoirs qui doivent être valorisés. Hein? On essaie de passer d'un modèle qui était plus paternaliste, dans lequel, dans le fond, le professionnel de la santé, qu'il soit médecin, psychologue, travailleur social, lui, était capable d'identifier les problèmes de la personne puis lui proposer des solutions. Hein? Des fois, c'était même des ordonnances, des prescriptions de solutions. Et tranquillement, on tente d'amener les professionnels plutôt vers un modèle de partenariat patient, hein? Dans lequel vraiment la personne est considérée vraiment comme un partenaire. On valorise son expérience de la maladie, ses connaissances, on porte beaucoup aussi attention à sa situation sociale et on l'implique dans la prise de décision par rapport aux soins qu'elle va utiliser, puis les actions qu'elle va mettre en place dans son quotidien, en utilisant aussi ses valeurs, ses préférences et ses forces. Donc, l'autogestion, le soutien à l'autogestion s'inscrit tout à fait dans cette approche du modèle de partenariat patient. Alors, qu'est-ce que l'autogestion? Voici une définition un petit peu plus longue de l'autogestion. J'en proposerai une plus courte par la suite. Donc, l'autogestion, c'est la capacité de la personne à gérer ses symptômes, ses traitements, les conséquences physiques et psychologiques et les changements dans les habitudes de vie inhérents au fait de vivre avec une maladie chronique ou récurrente, dans le cas du trouble anxieux dépressif. Une autogestion efficace inclut la capacité à surveiller l'évolution de sa condition et à ajuster ses réponses cognitives, comportementales et émotionnelles afin de maintenir une qualité de vie satisfaisante. Alors ça, c'est la définition un peu usuelle de l'autogestion dans le domaine des maladies physiques chroniques. Okay? On peut voir quand même des parallèles avec la santé mentale. Dans notre équipe, nous, on utilise une définition qui est plus courte. On définit l'autogestion comme étant toutes les actions qu'une personne met en place pour prendre du pouvoir sur sa santé par l'adoption de comportements qui vont diminuer les symptômes, contribuer à la prévention des rechutes et améliorer son bien-être au quotidien. Bon, plusieurs m'ont posé la question, c'est quoi la différence entre l'auto-soin et l'autogestion? C'est-tu la même chose?
Dans le fond, auto-soin, dans la littérature scientifique, ils vont utiliser le terme self-care. Ça consiste essentiellement en des traitements auto-administrés. J'en parlerai un petit peu plus dans quelques instants. Donc, l'auto-soin, c'est un traitement qui est auto-administré, qui est considéré de faible intensité, parce que c'est la personne qui se donne le traitement à elle-même, et qui est particulièrement indiqué dans les premières étapes du modèle de soins par étapes. Donc, lorsque les personnes présentent des symptômes de dépression, soit qui sont sous le seuil clinique, c'est écrit que la connexion est perdue. OK, pardon, excusez pour la petite interruption. Je pense qu'on a perdu la connexion et que c'est revenu. Alors, donc, comme je disais, l'auto-soin, c'est un traitement auto-administré qui est particulièrement indiqué dans les premières étapes du modèle de soins par étapes, lorsque les personnes présentent des symptômes de dépression ou de troubles anxieux sous le seuil clinique ou qui correspond à une symptomatologie légère à modérée. Par contre, l'autogestion, nous, on la conçoit vraiment comme quelque chose qui est transversal à toutes ces étapes-là. Okay? On doit soutenir l'autogestion de la santé auprès de toutes les personnes qui ont des problèmes de troubles anxieux ou dépressifs, que ces problèmes-là soient légers, modérés ou sévères. Toute personne est capable d'autogestion. Dans le fond, si la personne s'est déplacée dans votre cabinet, est venue vous rencontrer, elle s'est habillée pour le faire, elle est là dans votre bureau, elle en a fait de l'autogestion. Hein? Elle s'est déplacée, elle est allée demander d'aide, elle est allée chercher de l'aide. Donc, même les personnes qui ont des symptômes très, très sévères sont capables d'autogestion. On doit être capable de refléter leur capacité d'autogestion, leur faire comprendre qu'elles en font déjà et la soutenir tout au long de leur rétablissement. Donc, l'autogestion, c'est transversal à toutes ces étapes-là. Donc, l'auto-soin, comme je disais, c'est un traitement psychologique qui est auto-administré, qui vise essentiellement la réduction des symptômes. La plupart des traitements comme ça auto-administrés sont basés sur les principes de la thérapie cognitive comportementale, ce qui est une bonne chose. C'est une thérapie qui est bien, dont l'efficacité est bien démontrée au plan scientifique. Donc, j'en ai mis ici 3 exemples. Là, la peur d'avoir peur, qui est un guide de traitement du trouble panique avec agoraphobie. Vaincre la dépression une étape à la fois, ou encore celui peut-être que vous connaissez plus, le guide d'auto-soin de la dépression, qui s'appelle « Développer des stratégies pour surmonter la dépression ». C'est un guide qui est disponible en français et en anglais gratuitement sur le web. Et donc, sur le réseau Calaxia, là, vous pouvez vous procurer ce guide d'auto-soin. Donc, ça, c'est de l'auto-soin. Le soutien à l'autogestion, lui, ce n'est pas un traitement. Là, ça, c'est quelque chose qui est très, très important de se rappeler. Ce n'est pas un traitement. C'est une intervention qui est complémentaire au traitement psychothérapeutique et pharmacologique. Okay? Donc, c'est pour ça que je disais qu'on peut l'offrir à toutes les étapes du modèle de soins en étapes parce que c'est complémentaire. Et ce que ça vise, c'est à développer le pouvoir d'agir de la personne sur sa santé et la soutenir dans son rétablissement. D'ailleurs, le rétablissement, parlons-en, le rétablissement santé mentale, c'est plus que l'absence de maladie. On a très longtemps considéré le rétablissement comme étant surtout la diminution des symptômes sous un seuil clinique. Ce qu'on sait, lorsqu'on donne la parole à des personnes qui se sont rétablies d'un problème de santé mentale, c'est que le rétablissement, c'est beaucoup plus large que ça. Je vais vous parler dans quelques instants des 5 dimensions du rétablissement. Mais ici, si je peux vous donner une définition. Donc, le rétablissement en santé mentale est défini comme un processus qui est profondément personnel et unique de changement de ses attitudes, valeurs, buts, habiletés et ou rôles qui va permettre à la personne de vivre une vie qui soit satisfaisante, remplie d'espoir, et qui contribuent à la société malgré les limitations causées par la maladie. Donc, les personnes qui ont vécu, par exemple, quelques épisodes de troubles dépressifs majeurs, c'est quelque chose qui va beaucoup les changer comme personnes. Ils vont peut-être prendre des décisions différentes, ils vont peut-être réorganiser aussi leur vie professionnelle. Donc, ça va faire partie de leur processus de rétablissement. Et chaque personne se rétablit d'une manière qui lui est propre, qui lui est unique. Et c'est pour ça que nos soins et nos services doivent être vraiment centrés sur la personne et très, très individualisés et personnalisés. Le rétablissement en santé mentale est d'ailleurs l'un des principes directeurs du plan d'action en santé mentale du Québec. Et tout récemment, la Commission de la santé mentale du Canada a préparé pour nous un guide de référence pour des pratiques axées sur le rétablissement. Donc, je vous encourage vraiment à vous procurer ce guide qui est gratuit, français, anglais, accessible sur l'Internet aussi. Et dans le fond, c'est quoi des pratiques axées sur le rétablissement? C'est des pratiques qui vont privilégier la personne avant tout et préconiser une approche qui soit holistique, donc on voit la personne dans sa globalité. Une approche qui vise à préconiser l'autonomie et l'autodétermination, qui met l'accent sur les forces. Connexion perdue encore.
Non? Ah, OK, pardon. Qui permettent de bâtir des relations de collaboration aussi avec la personne, de reconnaître aussi la valeur de la famille et des amis et de soutenir l'inclusion sociale. Et vous allez constater dans quelques instants que nos approches de soutien à l'autogestion au Québec sont vraiment des approches axées sur le rétablissement qui correspondent à ces différents éléments-là. Donc, sans entrer tellement dans les détails, sachez qu'il y a 5 dimensions au rétablissement. Une première dimension, bien sûr, qui est clinique, qui concerne la diminution des symptômes. Une deuxième dimension qui est fonctionnelle. Est-ce que la personne est capable de s'engager dans des rôles sociaux significatifs? Et la littérature scientifique nous a montré que ce n'est pas parce qu'une personne est rétablie au plan clinique qu'elle est nécessairement rétablie au plan fonctionnel. Donc, c'est des dimensions qui sont différentes et qu'on doit considérer de cette manière-là. Il y a le rétablissement social aussi qui concerne la restauration parfois de liens sociaux qui ont pu être un petit peu bouleversés par l'apparition du problème de santé mentale et la consolidation de relations positives avec les autres. Sentiment aussi de faire partie de la société, d'y contribuer. Le rétablissement physique qui concerne plus les habitudes de vie, bien manger, le sommeil, etc. Et une dimension qui est extrêmement importante, la dimension existentielle, qui concerne l'augmentation de l'espoir, du pouvoir d'agir et du bien-être spirituel. Est-ce que ma vie a un sens? Hein? Qui je suis comme personne? Donc, ça fait partie du rétablissement aussi. Il ne faut pas oublier ça. Pour résumer, dans le fond, l'autogestion, qu'est-ce que c'est? Nous, on constate qu'il y a 4 grands piliers à l'autogestion. Connaître, évaluer, choisir et agir. Donc, tout d'abord, la personne doit être capable de connaître sa maladie. Hein? C'est quoi la dépression? C'est quoi un trouble anxieux? Connaître ses forces, ses faiblesses et ses signaux d'alerte. Une des premières étapes dans le système d'autogestion, on amène la personne à reconnaître les signes précurseurs d'une rechute. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la personne, pour être capable de bien faire son autogestion, doit connaître également les ressources qu'elle a à sa disposition pour l'aider et être capable d'y avoir recours lorsqu'elle en a besoin. La personne doit être capable aussi d'évaluer son état de santé, les fluctuations de son humeur et de son niveau de stress, parce que c'est ce qui va lui permettre d'agir rapidement si elle voit que son état de santé se dégrade. Donc, l'évaluation, c'est quelque chose qui est important. Elle doit être capable de choisir aussi, de choisir au quotidien vraiment des comportements qui vont lui permettre de préserver sa santé. Qu'est-ce qui me fait du bien, moi, dans mon quotidien? Qu'est-ce que je dois faire pour justement préserver ma santé mentale? Mais la personne doit aussi choisir, lorsque ça va vraiment moins bien et que son état se détériore, des comportements à mettre en place pour stopper rapidement la détérioration de l'état de santé. Et finalement, bien sûr, l'autogestion, ça ne serait rien si la personne ne passe pas à l'action. Donc, la capacité à se mettre en action, à agir est absolument fondamentale. Et là-dessus, le soutien des intervenants est très, très important. Alors, quelle est l'efficacité des interventions de soutien à l'autogestion? Je n'irai pas tellement dans le détail là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec moi. Mais sachez que de plus en plus d'évidences montrent que l'auto-soin est efficace. Par contre, les méta-analyses ont montré que l'efficacité était supérieure lorsqu'il y a le soutien d'un intervenant. Que ce soit un soutien par téléphone, en ligne ou en face-à-face. Ce n'est pas obligé d'être un soutien très, très long, mais idéalement, quand l'auto-soin est soutenu, c'est plus efficace. Même chose pour le soutien à l'autogestion. Le soutien à l'autogestion, l'efficacité a été très, très bien démontrée dans le cas des maladies physiques chroniques. Les évidences sont moins nombreuses en santé mentale parce que c'est plus récent qu'on s'intéresse à ça, mais quand même, les méta-analyses et la revue systématique que j'ai eu l'occasion de faire montrent que de plus en plus d'évidences que c'est des pratiques qui sont prometteuses, qui sont efficaces pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. D'ailleurs, ici au Québec, on a pu évaluer l'efficacité potentielle de l'atelier d'autogestion de la dépression offert par Revive. Bruno Collard, qui est notre invité en deuxième partie, pourra vous donner plus de détails sur cet atelier. Mais les résultats ont montré vraiment que les symptômes de dépression avaient diminué de manière très importante entre le début de l'atelier et la fin de cet atelier, qui est un atelier de 10 semaines. Mais plus important encore, la diminution des symptômes était encore présente 4 mois après la fin de l'atelier. Et ça, je tiens à vous dire que les participants, la grande majorité des participants de cette recherche-là étaient des personnes qui avaient vécu 1, 2, 3 épisodes de dépression. Ils étaient presque tous sous traitement antidépresseur. Et ils avaient eu des psychothérapies aussi. Donc, nous, on croit que le soutien à l'autogestion a vraiment une valeur ajoutée par rapport à tous les traitements accessibles jusqu'à présent, de pharmacothérapie ou psychothérapie. Et l'évaluation de l'atelier d'autogestion a montré aussi que l'atelier avait permis d'augmenter les connaissances de la dépression, augmenter le sentiment d'auto-efficacité des personnes à prendre soin de leur santé et à prévenir éventuellement d'autres rechutes, et une augmentation des comportements d'autogestion. Et les aspects les plus appréciés, bien sûr, c'était l'effet positif du groupe, la qualité de la co-animation,
L'alternance entre la théorie, la pratique et les discussions, parce que Bruno aura l'occasion de vous en parler un petit peu plus tantôt, mais c'est des ateliers qui sont très, très dynamiques. Et la qualité des fascicules que les personnes reçoivent à chaque semaine, des fascicules qu'ils peuvent garder et qu'ils peuvent réutiliser par la suite. Donc ça a été très, très apprécié. Donc maintenant, j'aimerais vous parler de 3 interventions de soutien à l'autogestion qui sont disponibles au moment où on se parle au Québec. C'est des interventions que j'estime de grande qualité. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. On est très novateurs au Québec. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'autogestion. Donc j'imagine dans vos régions respectives, il y a peut-être d'autres personnes qui ont développé des trucs. Mais ici, les approches qu'on a développées, c'est vraiment des approches qui ont été basées vraiment sur des données empiriques, les meilleures pratiques, les données probantes. Donc, première approche, c'est une approche c'est pas une approche, en fait, c'est un guide de soutien à l'autogestion qui s'appelle « Aller mieux à ma façon ». Donc, « Aller mieux à ma façon » a été conçu par un comité d'experts québécois qui réunissait des patients partenaires, des cliniciens et des conseillers cliniques, des gestionnaires et des chercheurs. On a travaillé pendant plusieurs mois à développer cet outil-là dans une approche de croisement des savoirs où les patients parlaient, les professionnels, les scientifiques, donc ça a été très enrichissant. Les stratégies d'autogestion proposées dans cet outil-là sont basées sur les résultats d'une étude qui s'appelait l'étude « Je vais mieux » qu'on a réalisée auprès de 50 personnes en rétablissement qui nous ont donné, dans le fond, leur propre stratégie d'autogestion. Qu'est-ce qui les a aidés à se rétablir d'un problème de santé mentale? C'est un outil, ça c'est très important, qui est transdiagnostique. Donc, il s'adresse autant aux personnes qui souffrent de troubles anxieux que dépressifs, incluant les troubles bipolaires, parce que ce qu'on a constaté dans nos recherches, dans le fond, c'est que la grande majorité des stratégies d'autogestion que les gens utilisent sont les mêmes, que ce soit un trouble dépressif ou anxieux. Puis d'ailleurs, de toute façon, c'est souvent des troubles qui arrivent en comorbidité. Donc, on ne voyait pas l'utilité de faire différent, aller mieux à ma façon par trouble. L'outil rassemble une variété de stratégies d'autogestion possibles qui sont réparties selon les 5 dimensions du rétablissement que je vous ai parlé tantôt. En fait, il y en a 53 stratégies possibles et l'outil invite aussi la personne à identifier ses propres stratégies, d'autres stratégies qui n'ont pas été identifiées par les 50 personnes de l'étude. Et donc, la démarche qui est proposée dans l'outil amène la personne à reconnaître ses forces et à se développer un plan d'autogestion personnalisé en fonction de ses préférences à elle et de son contexte de vie. Ça, c'est une des pages de l'outil de soutien à l'autogestion où vous voyez les 4 étapes qui sont proposées. Première étape très importante, je constate ce que je fais. Hein? Souvent, les gens qui sont déprimés ou très anxieux, ils n'ont plus l'impression qu'ils font rien pour s'aider. Donc, la première tâche de l'intervenant, c'est vraiment de lui refléter que la personne en fait déjà des choses pour aller mieux. Ça, c'est vraiment, ça a beaucoup de puissance pour les personnes. Ensuite, on invite la personne à se rappeler de ce qu'elle faisait avant et qu'elle a peut-être arrêté de faire parce que c'est plus facile de réactiver une ancienne stratégie que d'en développer une toute nouvelle. Et c'est à ce moment-là qu'on lui demande aussi de se reconnaître peut-être dans les moyens des autres. On l'amène ensuite à se faire un plan d'action et à réviser ses moyens. Donc, les stratégies d'autogestion, comme je vous disais, sont réparties selon les 5 dimensions du rétablissement qui correspondent à chacune des pétales de la fleur, là. Et on invite la personne, les gens qui ont un petit peu moins d'énergie, on les invite à choisir la dimension du rétablissement qui les intéresse le plus pour commencer. Et évidemment, on ne veut pas que ce soit l'intervenant qui décide par quoi on commence. Souvent, les intervenants vont vouloir commencer par les habitudes de vie. Je vous dirais plutôt commencer par ce que la personne est le plus intéressée à faire. Ensuite, par rapport à chacune des stratégies, la personne est invitée à se positionner. Est-ce que je le fais déjà? Est-ce que je le faisais avant, mais je ne le fais plus? Est-ce que j'aimerais l'explorer, peut-être, avec mon intervenant? Ou ça ne m'intéresse pas pour le moment? Et c'est très légitime aussi. Et au final, ce qu'on souhaite avoir, c'est un plan d'autogestion personnalisé de cette nature-là, dans lequel la personne cible quelques moyens qu'elle peut mettre en place dans son quotidien pour aller mieux. Et il y a une case pour les bons coups aussi que la personne fait. Donc ça, c'était vraiment une très, très brève introduction à l'outil. Mais si l'outil vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi. On a développé une formation assez brève de 2 heures qui est offerte par un tandem composé d'un chercheur et d'un père aidant qui pourrait être offert dans votre région si vous souhaitez peut-être implanter cet outil. Et finalement, avant de céder la parole à mon collègue Bruno Collard, je souhaiterais dire quelques mots sur une nouvelle démarche de soutien à l'autogestion, un nouveau service qui a été développé dans la région de Chaudière-Appalaches. Ça s'appelle l'Envol. C'est une démarche d'accompagnement dans l'auto-soin de la dépression. Et l'Envol, c'est un programme qui est d'une durée de 12 semaines, qui inclut 4 volets. Il
Il y a un guide d'auto-soin multimédia qui est vraiment sur Internet, en ligne, dans lequel il y a une cinquantaine de capsules à visionner sur Internet, des informations, toutes sortes de guides, d'outils et tout ça. C'est très, très bien fait. La personne aussi qui s'engage dans ce programme-là, l'Envol, reçoit un suivi téléphonique hebdomadaire par une infirmière spécialisée du CLSC. Un suivi qui est bref, à peu près 15-20 minutes, ou qui est principalement concentré sur le matériel que la personne devait lire pendant cette semaine-là. Il y a 4 rencontres de groupe aussi animées par un professionnel. Et finalement, il y a un soutien individuel qui est offert aux besoins. Mais d'après ce que j'ai compris là, en discutant avec Jean-François Laroche, le concepteur, qui était psychologue, le concepteur de ce programme-là, les gens ont très, très rarement besoin de ce soutien additionnel-là. Ils sont heureux avec le suivi téléphonique hebdomadaire et les 4 rencontres de groupe. Donc, si vous voulez en savoir plus au sujet du programme L'Envol, je vous invite à communiquer avec Jean-François Laroche à l'adresse info@commercialenvol.guide. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention et je cède la parole à Bruno Collard. Merci beaucoup, Janie. C'est vraiment très intéressant. Et sachez que vous pouvez télécharger la présentation, les contacts pour rejoindre Janie si vous êtes intéressé à la formation sur l'outil Je vais mieux. Vous avez les informations. Alors, Bruno Collard, coordonnateur clinique à Revive, va nous présenter un programme spécifique de soutien à l'autogestion. Je te laisse la parole, Bruno. Merci beaucoup, Hélène. Tout d'abord, un vif remerciement à Janie, Hélène et au réseau Galaxia pour l'invitation. C'est vraiment une belle opportunité pour nous de pouvoir présenter davantage ce qu'on a fait, le type de collaboration qu'on a établi aussi. Je commence tout d'abord en vous décrivant un petit peu d'où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient Revive. Donc, Revive, c'est l'Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. Et notre mission, c'est vraiment de venir en aide aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires et leurs proches, et ça partout au Québec. Ça fait 25 ans cette année qu'on existe. On est quand même assez fiers de cette longévité-là. Mais vous allez voir, je vais essayer de vous présenter comment notre mission, notre philosophie d'intervention s'est bien arrimée à cette approche-là qu'on présente aujourd'hui, le soutien à l'autogestion. C'est que, il faut savoir que Revive s'est fondé sur la croyance qu'il est possible d'avoir une bonne santé mentale malgré la présence d'un trouble et qu'on peut retrouver une bonne qualité de vie en s'appropriant des stratégies adéquates pour soi. Donc, le rôle que l'organisme prend aujourd'hui, c'est vraiment de soutenir les gens vers une meilleure autogestion de leur santé, donc accompagner les personnes et les aider à mettre en place des moyens pour arriver à mieux vivre au quotidien, petit à petit, ce qui est très en ligne avec ce que Janie a présenté tout à l'heure. Ici, on a un modèle de soutien individuel à l'autogestion que j'ai fait. C'est pas un hasard, ça ressemble quand même beaucoup aux choses qu'on peut retrouver dans l'outil Aller mieux à ma façon. C'est parce que on a toujours eu un service de ligne d'écoute à Revive, on a toujours apporté du soutien, mais on le faisait auparavant dans une logique d'écoute, d'information et référence. Et on s'est aperçu quand même que dans le cadre de notre intervention ponctuelle, c'était tout à fait faisable que d'offrir une intervention en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, en soutien ponctuel qui s'inscrirait dans une logique de soutien individuel à l'autogestion. Je ne vous lirai pas tout ça, je voulais l'inclure surtout pour que vous l'ayez dans la présentation. J'attire simplement votre attention sur les 4 volets qu'on voit à gauche. Donc, accueillir la personne tout d'abord, évidemment, puisque c'est l'étape fondamentale pour comprendre un peu qu'est-ce qui l'amène à nous contacter. Et assez rapidement, quand même, on va explorer l'autogestion, ce que la personne a fait jusqu'à présent, ce qui suit un peu la même logique là, qui est présentée dans l'outil « Aller mieux à ma façon ». Ensuite, signifier le pouvoir d'agir, c'est très important, donc de toujours opter pour des interventions qui vont favoriser le fait que la personne comprenne qu'elle a un rôle à jouer au quotidien pour retrouver un équilibre. Et par rapport à ce qu'elle a fait, cibler peut-être 1 ou 2 pistes de plus qu'elle pourrait entreprendre et qu'elle serait à même de mettre en place dans son quotidien. Et quelque chose de toujours primordial, clair avec l'espoir, ça c'est quelque chose qui est fondamental, d'être en mesure de transmettre aux gens que c'est possible de se remettre sur pied si on se donne le temps de le faire, puis si on utilise les ressources qu'il y a à l'intérieur de nous et autour de soi également. Donc, ce soutien individuel à l'autogestion, pour nous, il est offert soit par téléphone, partout au Québec gratuitement, soit par courriel ou en personne. J'ai dit tout à l'heure que c'est une intervention ponctuelle qui est possible sous ce cadre. Depuis qu'on a mis ça en place, c'était pas un grand passage dans ce qu'on faisait auparavant, puis ce modèle-là, mais je dirais que
On le fait encore avec plus d'assurance, sachant que c'est appuyé par des données probantes. Et je dirais que les gens qui nous contactent répondent extrêmement bien à cette façon de faire-là. Donc, d'axer toujours sur la responsabilisation, sur la reprise du pouvoir. Et on a même commencé à utiliser justement l'outil Aller mieux à ma façon. Et c'est quelque chose que les gens accueillent avec beaucoup, beaucoup d'ouverture. Donc, c'est sûr que ça plaît aux gens de savoir que ce sont des personnes qui sont passées par la dépression, l'anxiété, la bipolarité, qui sont arrivées avec ces stratégies-là. C'est valorisant aussi de s'apercevoir qu'il y a peut-être des choses qu'ils ont fait par le passé, que d'autres personnes ont utilisées, puis qui étaient des bonnes stratégies, puis que ça pourrait être intéressant de les réactiver. L'accueil est extrêmement favorable depuis qu'on a commencé à l'utiliser en individuel. Et là, il est question peut-être qu'on l'utilise aussi dans le cadre des ateliers d'autogestion que je vais vous présenter tout à l'heure. Tout ça pour dire que la composante de soutien, pour nous, comme l'a bien décrit tout à l'heure Janie, elle est vraiment essentielle. On sent que le rôle qu'une structure autour, ou que les gens autour peuvent prendre, c'est vraiment quelque chose qui favorise le fait que la personne se prête à des changements, à des modifications dans son quotidien, puis c'est vraiment là où Revivre s'inscrit. Maintenant, par rapport à notre programme J'avance, c'est le développement de nos ateliers d'autogestion. Auparavant, on avait des groupes d'entraide fermiers qui s'échelonnaient sur une période de 3 mois à peu près, mais on s'apercevait qu'à la fin des 3 mois, ça faisait quand même plusieurs rencontres auxquelles les gens participaient. Les gens arrivaient avec des questions assez élémentaires sur des choses qu'ils auraient pu mettre en place beaucoup plus rapidement. Et c'est là où on s'est aperçu que ça pourrait être une bonne idée de proposer des outils puis d'arriver avec une logique un peu plus d'atelier plutôt que de groupe d'entraide classique. Et on a mis sur pied des ateliers de prévention des rechutes. Donc, on ne garantissait pas aux gens qui allaient arriver à prévenir les rechutes en suivant le programme, mais c'était ça l'optique. Parallèlement à ça, il y a Janie Hull qui nous a approché aussi, qui cherchait un endroit où développer des ateliers d'autogestion. Nous, on a commencé à entendre parler un petit peu de l'approche à ce moment-là, c'était en 2009. Et Janie, vous l'avez entendu tout à l'heure, étant la personne extrêmement dynamique qu'elle est et très, très, très mobilisante, on s'est emporté un peu, puis on a accouché du projet de créer, de valider 5 ateliers psychoéducatifs basés sur l'approche du soutien à l'autogestion. On a fait une demande de financement pour ça, on l'a obtenu, et plus tard, je vous décrirai un petit peu le processus rigoureux derrière la création et la validation des ateliers. Donc, quelques éléments clés des ateliers. Donc, il y a une rigueur du programme. L'accent est mis sur l'entraide, on considère vraiment que c'est l'ingrédient actif de l'intervention, et on cible toujours une reprise du pouvoir des participants. La rigueur du programme, en fait, les étapes qu'on a suivies pour créer et valider les ateliers ont toujours été les mêmes. Au départ, on engageait un consultant, une consultante qui était pour la plupart du temps au cycle supérieur en psychologie pour faire une recension des écrits et de la littérature assez approfondie, s'apercevoir de ce qui existait comme modèle ailleurs, voir qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher là-dedans pour faire en sorte que la qualité de l'intervention soit au plus haut niveau qu'on était capable d'atteindre. Ensuite de ça, après avoir fait un premier squelette et un premier contenu, on faisait un premier groupe pilote avec des entrevues avec chacun des participants à la fin. Les groupes étaient observés par Janie et par la consultante aussi. On faisait, après, suite aux commentaires des participants, un deuxième groupe pilote qui suivait exactement le même processus. Et parallèlement à ça, on a sollicité aussi des comités d'experts, des gens qui étaient issus de toutes sortes de disciplines pour faire autant le tour que possible, des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, ergothérapeutes, infirmières en santé mentale, nutritionnistes, des gens qui avaient fait les ateliers, d'autres personnes qui étaient touchées par la problématique qui n'avaient pas fait les ateliers, et pour qu'ils passent en revue, en fait, en totalité, le contenu pour nous donner leur appréciation de la pertinence, la qualité des outils développés, puis qui donnent aussi des recommandations. Après les commentaires des experts et des gens qui avaient pris part au groupe, on faisait une dernière version, puis on a fait affaire avec une firme pour le formatage graphique et la révision linguistique. C'est pour ça que ce processus-là, pour chacun des ateliers, dure à peu près 1 an et demi à 2 ans. Donc, quand même beaucoup de travail derrière ça. Malgré le fait qu'on était extrêmement fiers de la qualité du contenu qu'on avait développé, on s'est aperçu très, très, très rapidement, de toute façon on s'en doutait, que ce qui faisait réellement en sorte que ça fonctionnait, c'était le soutien social, le soutien que les gens s'apportaient entre eux. Et ça, c'est quelque chose dont on est conscient depuis les tout débuts de l'organisation, parce que ça fait très, très, très longtemps qu'on offre des groupes d'entraide. Vous avez là les bienfaits de l'entraide. N'importe qui, je pense, qui a animé des groupes de toute façon, pas juste d'autogestion, mais
des groupes d'entraide, des ateliers pourraient attester de ça. C'est ce que je vis dans toutes les formations qu'on donne. J'attire l'attention sur le dernier élément, retirer une fierté d'offrir à son tour quelque chose d'insoupçonné à ceux qui s'identifient à soi. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est quelque chose que les gens ne soupçonnent pas. Quand ils débarquent dans un atelier, souvent l'estime de soi est très faible, ils s'attendent à ce qu'ils aient plus grand-chose à offrir à leur environnement, alors que quand ils partagent ce qu'ils ont vécu, en lien avec la dépression, l'anxiété, la bipolarité, il y a des têtes qui hochent, il y a des gens qui reprennent les stratégies qu'ils ont proposées, et c'est extrêmement valorisant ça, et c'est quelque chose qui restaure un peu l'estime, ça, de s'apercevoir que même si on était persuadé qu'on n'avait plus grand-chose à offrir, que notre expérience sert à celle des autres. L'élément de la reprise du pouvoir sur sa santé, c'est vraiment quelque chose qui est notre objectif principal. On essaie d'avoir vraiment un rapport horizontal entre les animateurs et les participants. On n'essaie pas d'arriver avec notre expertise, même s'il y a un contenu qui est validé, qui est là, on va toujours aller vérifier comment les gens qui sont à l'intérieur des ateliers reçoivent ce qu'on a présenté. Même que la plupart du temps, avant de donner des éléments d'information dans les ateliers, on va aller chercher qu'est-ce que les gens ont d'abord comme connaissance sur le thème qu'on va présenter. Et on va toujours avoir comme souci de respecter le rythme des gens. L'idée derrière les ateliers, c'est de présenter un large éventail d'outils disponibles et, en logique avec les piliers de l'autogestion, qu'ils aillent chercher ceux qui ont le plus de sens pour eux et qui choisissent ce qui sont le plus à même d'intégrer dans leur quotidien. Et ce qu'on observe dans la rétroaction qu'on reçoit de la part des participants, c'est que ils nous témoignent qu'il y a vraiment un rapport qui change. Le rapport qu'ils entretiennent face à leur santé se modifie. On lit qu'ils disent qu'ils ne s'attendent pas à ne plus vivre de rechute, mais si jamais ça arrive, ils savent qu'il y a un paquet de choses qu'ils peuvent mettre en place qui va favoriser le fait qu'ils reprennent pied peut-être un peu plus rapidement, que la rechute ait moins d'impact sur eux. Donc encore là, on va vraiment travailler sur le sentiment d'auto-efficacité. Les différents éléments des rencontres, les ateliers sont tous divisés de la même façon. Il y a toujours une partie informative, mais ce n'est pas un cours. Un peu comme je le décrivais, on ne veut pas que ce soit basé sur l'acquisition de connaissances. On soulève les thèmes, puis on veut favoriser les échanges des participants sur ce qu'on a lancé. Le développement des habiletés, il va toujours y avoir des exercices à faire pendant la rencontre, des exercices à faire entre chaque rencontre aussi, et on revient aux rencontres subséquentes sur les exercices qui ont été faits. Et l'entraide et le soutien social, donc l'apprentissage en observant les autres, j'en ai parlé déjà. La durée, c'est à peu près toujours la même, 10 séances de 2h30. Ça peut avoir l'air costaud, mais c'est vraiment en fonction de ce que les gens nous ont demandé. C'est le temps à peu près que ça prend pour laisser suffisamment d'espace aux échanges entre les participants, aux discussions et aux exercices. Donc, vous avez ici la palette d'ateliers qui sont offerts pour l'anxiété, l'autogestion de la bipolarité, l'autogestion de la dépression, celle de l'estime de soi, et un atelier spécifique pour les gens qui veulent harmoniser leur santé mentale avec leur milieu de travail, ce qui est quelque chose qui rejoint quand même beaucoup de gens. On a vu en première partie, comme Jenny l'a dit, la prévalence des troubles anxieux, des troubles dépressifs et bipolaires. C'est quelque chose qui touche tout le monde, toutes les couches de la société. Et ce qu'on note dans l'atelier milieu de travail, c'est que ça fait du bien, je pense, pour des gens qui sont des infirmières, des travailleurs sociaux, des fonctionnaires, des pompiers, des policiers, des cadres, peu importe, ça touche vraiment tout le monde de s'apercevoir que justement, ils ne sont pas seuls à être touchés par ça, puis que ça touche des gens aussi qu'on ne soupçonnerait pas. Maintenant, à qui s'adressent les ateliers? Je vais y aller rapidement. Pour l'anxiété, on cible vraiment des gens qui vivent l'anxiété de façon problématique ou pathologique. Donc, pour qui l'anxiété est une source de dysfonctionnement au quotidien, et ça inclut tous les troubles, donc le TAG, le TOC, trouble panique, avec ou sans agoraphobie, et on inclut aussi le trouble de stress post-traumatique. Pour le TOC et le TSPT, c'est pas une intervention qui est ciblée là-dessus. Si jamais les gens ont besoin d'une intervention vraiment plus spécifique là-dessus, on va les diriger vers d'autres programmes qui existent, mais on fait le pari qu'en travaillant pendant 10 semaines sur des outils pour arriver à ce que l'anxiété ait moins d'emprise sur leur quotidien, ça va avoir un effet favorable sur à quel point le trouble est présent pour eux. Pour la dépression, je pense que ça le dit, c'est relativement rare que les gens souhaitent participer à une séance de 2h30 pendant 10 semaines quand ils ne sont pas touchés par la dépression.
Pour la bipolarité, c'est très important, ça prend un diagnostic d'un médecin. Et même à ça, lorsque les gens ont reçu un diagnostic dans la dernière année, on va quand même être sensible à ce qu'il y ait un certain parcours de fait déjà, parce que sinon ça peut être assez confrontant. Mais sinon, on a eu quand même des ateliers où est-ce qu'il y avait au-dessus de 10 personnes qui avaient reçu un diagnostic dans les derniers 6 mois. Et même si ça peut être assez confrontant, le soutien du groupe vient appliquer un baume là-dessus et c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Le nombre de participants, environ une quinzaine de personnes. Il faut savoir qu'il y a toujours un entretien de sélection au préalable pour nous assurer que les gens sont vraiment au bon endroit avant d'entreprendre une démarche qui est quand même assez prenante. Puis, pour être sûr que ça réponde aux attentes qui se fixent aussi. Pour avoir un meilleur aperçu de ça, à quoi ressemblent les ateliers, je vous invite à aller visiter le javance.revive.org. C'est une nouvelle plateforme qu'on a mis en place et qu'on aime beaucoup parce que ça sert aussi à montrer aux gens ça dans quoi ils s'embarquent. Donc, d'avoir un bel aperçu des thèmes qui sont proposés, d'avoir un aperçu aussi des témoignages, de ce que ça a l'air. C'est quelque chose qui met un peu les gens en confiance parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire une intervention de groupe qui va aborder ça là, avec énormément d'assurance au début. Des fois, il faut les mettre un peu en confiance, mais en visitant le site, c'est quelque chose qui aide énormément. Donc, toute l'information sur le programme s'y trouve, l'approche privilégiée, la description des ateliers, des thèmes abordés, des exemples d'exercices aussi, les dates des prochains ateliers à revivre, comme tous les autres endroits au Québec où les ateliers sont offerts. OK, alors vous avez ici les éléments clés sur les conditions de succès. Pour avoir assez de temps pour faire le reste de ma présentation, je vais passer outre ça, sachez que vous l'avez, pour aller tout de suite dans les témoignages des participants. Vous pouvez en lire 2 ici, mais j'aimerais quand même vous parler de trucs qui sont passés dans nos ateliers. Ce sont des histoires de cas. Je sais qu'on ne peut pas généraliser à outrance avec ça, mais je pense que c'est quand même assez parlant. Donc, pour l'atelier d'autogestion de l'anxiété, c'est arrivé cet automne, il y avait une participante qui souffrait d'un trouble panique avec agoraphobie. C'était assez touchant. C'était une jeune femme. Elle était incapable de sortir de chez elle pour aller faire l'épicerie. C'était toujours son conjoint qu'il fallait qu'il y aille avec elle. Et avec ce que vous pouvez imaginer comme conséquence dans son quotidien, elle dépendait énormément de son environnement puis était assez limitée dans ce qu'elle arrivait à faire. Elle a amorcé l'atelier et arrivée à la 9e semaine, elle s'est absentée et les gens ont décidé de faire un potluck, d'amener chacun des trucs à manger pour la 10e semaine. Quand elle est arrivée à la 10e semaine, elle s'est aperçue qu'elle n'avait rien amené à manger. Elle est sortie, est allée à l'épicerie, elle est revenue et elle s'est aperçue en arrivant au groupe qu'elle est allée à l'épicerie toute seule. Sans avoir besoin de quiconque, et c'est parce que pour elle, c'était vraiment important de contribuer comme les autres à ce qui se passait, puis ça a été quand même un moment assez touchant, et tout le monde le félicitait pour ça, bon, on s'en est quand même tous souvenus parce que c'était assez parlant comme exemple. Pour l'atelier d'autogestion de la dépression, c'est arrivé dans un des premiers ateliers qu'on a donné. Il y avait un homme qui était dans la cinquantaine, qui était extrêmement réfractaire. On était rendu à la 5e, 6e semaine. J'avoue que je me posais des questions sur qu'est-ce qui l'amenait à prendre part aux ateliers. Il parlait à peu près jamais, puis il avait toujours les bras croisés, puis tout ça. Mais il a quand même fait la démarche jusqu'à la fin. Je l'ai revu 2 ans plus tard parce qu'il s'est présenté dans l'un de nos groupes d'entraide. Et manifestement, il n'allait pas très bien. J'ai voulu lui parler et il a arrêté à mon bureau après avoir pris part au groupe d'entraide. Et je me suis aperçu qu'il y avait des idées suicidaires qui étaient vraiment mal en point. Puis là, quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il avait fait pour essayer de se relever de ça, il m'a dit, j'ai contacté Suicide Action Montréal, j'ai eu un suivi extraordinaire avec 2 intervenants. Puis d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec eux lundi. Et j'ai revu mon médecin de famille, parce que je pense que ma médication n'était pas ajustée. Puis il y avait une psychologue que j'avais vue qui m'aidait beaucoup. J'ai décidé de la recontacter pour voir si je pourrais pas faire un petit peu plus de progrès. Puis je me souvenais aussi qu'il y avait des groupes d'entraide à revivre. Donc quand je lui ai reflété tout ça, qui étaient toutes des stratégies que lui-même avait déployées, même sans s'en apercevoir, ça l'a quand même rendu assez fier de s'apercevoir que tout ça venait de lui. Puis je pense que c'est vraiment ça l'essence de ce qu'on essaie de créer. Pas convaincre les gens qui vivront pas d'autres tempêtes, mais vraiment faire en sorte qu'ils aient accès à des stratégies par eux-mêmes. Pour ce qui est de la bipolarité, c'est vraiment l'essence... OK, on a changé de page, c'est parfait. Donc, vous avez là
Sur cette page-là, là, un peu le format qu'on propose, donc il y a un guide de l'animateur et le matériel des participants, les fascicules dont Janie a parlé tout à l'heure. Nous, on offre des formations pour lancer les ateliers. On a donné beaucoup de ces formations-là jusqu'à date. On a formé au-delà de 200 professionnels de la santé à travers le Québec. Et on vend le matériel par la suite pour les ateliers que les gens souhaitent déployer dans leur propre localité. Puis après, on offre du soutien auprès des gestionnaires et des animateurs. Si jamais il y a des gens qui assistent à la présentation, qui sont intéressés à suivre une formation, la prochaine qui est donnée à Montréal sera le 9 juin et vous pouvez vous adresser à nous pour vous inscrire. 3 modèles principaux qu'on voit au Québec du côté de nos collaborations. Donc, soit c'est donné dans une installation, dans un CIUS, dans un CIUS, notamment à Sorel, il y en a un aussi au CLSC Saint-Léonard-Saint-Michel, donc le CIUS de l'Est de Montréal, et il y en a ailleurs, donc soit l'équipe de santé mentale qui décide d'intégrer ça à son offre de service, ou bien dans un GMF, notamment il y a un GMF à Sherbrooke qui donne les ateliers présentement. Ensuite de ça, il y a des partenariats entre le réseau public et le réseau communautaire. C'est ce qu'on voit notamment dans la région du Bas-Saint-Laurent, où il y a vraiment un cofinancement, une co-animation entre un animateur d'un OSBL et un animateur du CIS et du CIUS. Et le modèle qu'on voit plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est que les ateliers sont entièrement donnés par un organisme, un OSBL, et le financement et le référencement provient beaucoup du CIS ou du CIUS. Le troisième modèle, c'est ce que nous, on fait plus de notre côté. Donc, les ateliers sont donnés à Revive même. On a à peu près 6 ou 7 ateliers par saison, une vingtaine au total par année. Et on a récemment développé un partenariat avec un organisme de Longueuil qui s'appelle le Carrefour Le Moutier. On est très fiers de ça, une collaboration entre nous et eux. L'atelier d'autogestion d'anxiété qui commence d'ailleurs mercredi prochain. On a un témoignage ici aussi d'un gestionnaire d'un CIUS, comme quoi les ateliers sont faciles à mettre en place grâce au contenu qui est clé en main et que ça répond de façon efficace et complémentaire aux besoins de leur clientèle. Ici, la carte, elle est... il y a énormément d'informations là-dedans. C'est tout simplement pour dire que l'occasion de donner toutes les formations partout au Québec, ça nous permet de côtoyer un très grand nombre de gens, à la fois dans le réseau, à la fois dans les OSBL, qui sont extrêmement motivés et mobilisés à faire en sorte que leur clientèle ait accès à des stratégies et à des outils efficaces pour mieux gérer l'anxiété, la dépression et la bipolarité dans leur quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui nous plaît de faire ça. On rencontre un paquet de gens qui sont très mobilisés. J'en ai vu d'ailleurs dans la liste d'inscription à qui j'ai déjà donné les formations, donc je vous salue chaleureusement. Et on souhaite que ça soit déployé encore plus, que ce soit accessible pour quiconque au Québec qui souhaite avoir accès à ça. Vous avez ici un tableau des chiffres qui résume un petit peu l'avancée de ce déploiement-là. J'attire votre attention sur le nombre d'ateliers qui ont été donnés jusqu'à date. On cherche à augmenter ça toujours plus pour que ça soit de plus en plus accessible. Et selon la rétroaction qu'on reçoit, la très grande majorité, voire la quasi-totalité des gens qui participent aux ateliers recommanderaient l'intervention à quelqu'un qu'ils connaissent qui serait touché par une problématique d'anxiété, de dépression, de bipolarité. J'ai reçu l'invitation, même si je suis un peu gêné de le faire, là, je profite de l'occasion pour parler de ça puisque ça nous a été permis de le faire. Revive fonctionne grâce en partie au financement qu'on reçoit de la part du ministère de la Santé, mais il y a aussi une grande partie qu'on cherche à obtenir d'ailleurs. C'est nécessaire pour que tout fonctionne bien. Et on a un événement de financement qui a lieu le 25 mai prochain, qui s'appelle Donner le goût de revivre. C'est une super soirée pour les gens qui ont participé par le passé, attesteraient de ça. On accueille quand même si participer à la soirée, ça peut être assez dispendieux, on accepte toutes les contributions en admission. Merci de le faire si jamais vous en avez la possibilité. Merci beaucoup. Toutes questions concernant les programmes de Revive peuvent être adressées à Mme Stéphanie Fontaine ou à Bruno Collard. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été transmises durant cette présentation. Il y a certains éléments que je vais me profiter. Entre autres, sachez que le 20 avril prochain, et c'est pas banal, c'est une belle collaboration d'implantation de Revive en collaboration à Longueuil, au Carrefour Le Moutier.
l'atelier soutien à l'autogestion des soins, donc le 20 avril. Il reste des places, je crois, disponibles. Vous pouvez aller sur le site Internet. Également, concernant la présentation de Jenny Houle, n'oubliez pas la possibilité d'une formation, d'un soutien pour l'implantation de l'outil « Je vais aller mieux à ma façon », outil auquel vraiment plusieurs collaborateurs ont contribué. Vous êtes invités maintenant à poser des questions via la fenêtre de conversation. Il y a déjà des questions qui ont été adressées et la première vient d'Isabelle Réaume et qui demande, et la question je la trouve très pertinente, est-ce que les interventions de soutien à l'autogestion sont systématiquement toujours faites en groupe? Et je demanderais, Janie, je vais vous laisser, puis Bruno aussi peut-être de commenter. Par la suite, j'ajouterai au besoin. En fait, non. Il y a beaucoup d'interventions de soutien à l'autogestion qui sont faites en individuel. Bruno en a parlé dans leurs approches au téléphone ou en face-à-face, le soutien ponctuel, ils font dans une approche de soutien à l'autogestion. L'outil que je vous ai présenté, Aller mieux à ma façon, c'est un outil qui peut très, très bien s'utiliser en individuel avec les personnes que vous aidez. Donc, non, il n'y a aucun problème à faire du soutien à l'autogestion en individuel. Bruno? Oui, tout à fait. Ça fait partie de ce qu'on fait dans le cadre de notre soutien ponctuel à nous. C'est pas tout le monde qui est prêt à prendre part à une intervention de groupe non plus. Et c'est bon d'être capable d'offrir quelque chose de différent un peu. Tu sais, les gens ne sont pas tous rendus là. Sauf qu'il faut savoir qu'une intervention de groupe amène énormément de bienfaits. Si je prends l'exemple de gens qui souffrent d'anxiété, on pourrait dire spontanément que les gens sont assez réticents à faire ça en groupe pour des raisons évidentes, mais lorsqu'ils arrivent à le faire et que ça se fait dans un contexte vraiment sécurisant, et pour vous donner une idée, la plupart des gens dont on recueille la rétroaction qui participent à ces ateliers-là identifient le soutien qu'ils reçoivent des gens et le partage des stratégies comme étant l'élément le plus déterminant de la démarche. Donc, c'est pour ça qu'on favorise l'intervention de groupe, mais en même temps, l'individuel est tout à fait possible, même de façon ponctuelle. Et l'outil Aller mieux à ma façon aide énormément à faire ça. Ce que j'ajouterais, ce que nous avons observé à travers le projet Cible Qualité, parce que nous, on collabore depuis un certain temps avec Janie et Revive. Ce qu'on entend également, c'est que les intervenants qui sont formés, par exemple, à l'utilisation des outils d'autogestion, vont nous dire que ça a modulé également parfois leur manière d'intervenir en individuel. Également, ces outils-là peuvent être mis en place, entre autres, dans du suivi de courte durée au niveau des guichets d'accès en santé mentale. Le suivi infirmier peut également utiliser ce type d'outils. Il y a quelqu'un qui a posé la question, Jenny, à savoir si le projet de l'envol avait été évalué quant à ses impacts que vous avez présenté à Chaudière-Appalaches. Ils ont recueilli des données préliminaires qui sont très encourageantes, mais une recherche plus rigoureuse. Ils sont en train de préparer le devis pour une recherche plus rigoureuse pour évaluer l'efficacité de l'approche. Mais je vous dirais que grâce à ces composantes que j'ai eu l'occasion d'examiner, c'est vraiment basé sur les meilleures pratiques dans le domaine et que les premiers témoignages, les premières données recueillies à partir des premiers participants, là, sont quelques dizaines, je crois, sont très, très, très encourageantes. Alors, more to come. Alors, c'est un projet à suivre. Bien fait, oui. C'est un premier projet aussi en ligne qu'on a peu au Québec. Il existe des modalités parfois, mais on en a vu plus à l'extérieur du Québec et anglophone. On nous pose la question qui nous est demandée, est-ce que les interventions, et là, la personne qui a posé la question, est-ce que ce sont l'animation des groupes ou les interventions d'autogestion, est-ce qu'elles doivent être offertes par des professionnels, par des pairs aidants? Qui peut offrir ces interventions? Mais il y a plusieurs modèles possibles. En ce qui nous concerne, à Revive, la plupart du temps, ce sont des intervenants que nous on forme. Ailleurs, dans les formations qu'on a offertes, la plupart du temps, c'est des professionnels de la santé, mais il y a aussi beaucoup de pairs aidants qui ont été formés et il y a des endroits où les ateliers étaient co-animés entre un professionnel de la santé et un pair aidant. Et c'est sûr que ça confère une dimension de plus qui touche énormément les gens. Donc, c'est pas à négliger. Il y a une façon de le faire. C'est important de réfléchir à la façon dont ça va se passer. Mais c'est un modèle qui existe. Il y a plusieurs modèles qui existent. Donc, voilà, pour le rôle des pairs aidants possible dans des ateliers pareils. Il y a deux questions. Il y a d'autres questions qui surgissent.
Madame Galland, vous posez la question, est-ce que le soutien à l'autogestion pourrait être adéquat à des troubles de personnalité où il va y avoir anxiété et dépression? Je peux peut-être me permettre un premier élément de réponse. Le trouble de la personnalité est au niveau de l'axe 2. Une personne qui souffre d'un trouble de la personnalité peut également éprouver des symptômes anxieux et dépressifs. Ce qui est important de noter, et c'est une intervention qui est un complément à un traitement. Ce n'est pas un traitement psychologique de haute intensité. D'ailleurs, on aura un thème là-dessus. Et actuellement, les projets qui ont été proposés, les outils qui sont proposés adressent de manière plus spécifique les troubles de l'humeur. Par contre, j'ai déjà eu l'échange avec Bruno. Il y a des gens qui ont des troubles de personnalité, qui sont stabilisés, qui ont une capacité de régulation et une capacité de mentalisation. Et à ce moment-là, les stratégies d'autogestion ne seront pas nuisibles. Mais il faut s'assurer que le patient a la capacité de mentalisation et qu'il n'est pas dans des agirs régressifs. Alors, je me permets, je ne sais pas si vous ajouteriez quelque chose. On passe aux autres questions. Est-ce que Gilles Cuillerier, à quel pourcentage de la clientèle ayant un problème de santé mentale ciblé s'adresse ce programme? Critères d'inclusion et d'exclusion. Le pourcentage de la clientèle ayant un problème de santé mentale ciblé. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est en termes de prévalence, là, dans les premières diapos que Janie a données, il y a la prévalence qui est là. Critères d'inclusion-exclusion, par rapport à l'axe 2, aux troubles de personnalité ou aux troubles concomitants à abus de substance, la règle en ce qui nous concerne est à peu près toujours la même. Ce n'est pas un critère d'exclusion, mais on va aller vérifier si c'est la principale source de problème pour le quotidien de la personne. Et si c'est le cas, peut-être que ça serait intéressant qu'elle fasse un programme ciblé là-dessus. Par exemple, une démarche là, pour la toxicomanie ou bien un groupe pour les enjeux relationnels, comme on sait que c'est un modèle qui existe, qui est assez répandu. Mais même s'il y a présence d'une problématique d'abus de substance ou d'un trouble de personnalité, si ce que la personne veut faire, c'est vraiment passer 10 semaines à travailler, par exemple, sur l'emprise que l'anxiété peut avoir dans son quotidien ou la dépression, par exemple, donc il n'y a pas de problème. Nous, on inclut ces gens-là. Ils ont à répondre au même cadre de fonctionnement que tous les autres participants. Et dans notre expérience, ça se passe très, très, très bien. Ce que j'ajouterais, M. Cuillerier, c'est, entre autres, il y a l'évaluation de la sévérité de la symptomatologie, la capacité du niveau de fonctionnement. Lorsqu'on regarde les troubles de l'humeur, il existe des outils qui nous permettent d'en faire l'évaluation de la sévérité. Je pense ici au GAN-7 pour les troubles anxieux ou le PHQ-9 encore. Alors, c'est certain, quelqu'un qui est en dépression sévère, qui a un trouble anxieux sévère, ce qu'il aura besoin, avant tout, ce n'est pas nécessairement un atelier de soutien à l'autogestion des soins. Cet atelier-là pourrait être complémentaire une fois que le traitement sera amorcé, qu'il s'agisse d'un traitement pharmacologique ou encore d'un traitement psychologique. Le soutien à l'autogestion des soins, ce que Jenny nous a montré également, c'est qu'il peut être transversal et complémentaire à toute intervention. Donc, il peut venir également soutenir la fin des épisodes de soins suite, par exemple, un patient qui a eu un suivi en individuel, pour venir préparer le patient à améliorer sa capacité à prendre soin de lui. L'atelier d'autogestion peut être très efficace, tout comme l'outil « Aller mieux à ma façon », qui peut permettre également de faire vraiment des bilans d'intervention. Alors, c'est les éléments que j'ajouterais. Comme il reste très peu de temps, je vais prendre une dernière question. On nous demande, au niveau des troubles post-traumatique donc le syndrome, le trouble post-traumatique s'inscrit dans la gamme des troubles anxieux. Or, on n'a pas d'atelier spécifique sur le trouble panique, sur le trouble de la phobie sociale ou sur le trouble de stress post-traumatique. Une raison pour ça? C'est que, exactement comme le dit votre question, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a des manifestations très spécifiques, un peu comme le trouble obsessionnel compulsif aussi. Ce qu'on va dire aux gens qui veulent participer à l'atelier d'autogestion de l'anxiété qui correspondent à cette catégorie-là, c'est que si c'est vraiment là-dessus une intervention ciblée dont ils ont besoin, on va s'assurer qu'ils ont accès à ces traitements-là.
Mais si on leur présente les thèmes tels qu'ils sont présentés sur notre site Internet et que ça leur parle de faire une démarche là-dessus, le pari qu'on prend, c'est que de passer tout ce temps-là à travailler sur l'emprise que l'anxiété peut avoir et le contrôle qu'ils peuvent reprendre sur leur anxiété pendant 25 heures, ben, ça va avoir un effet favorable pas forcément sur les manifestations spécifiques du trouble de stress post-traumatique, mais sur leur anxiété de façon générale. Alors, je tiens à remercier généreusement Jenny Houle et Bruno Collard. Toujours un plaisir de travailler avec vous. Et je vais me permettre de lire un commentaire qui vient d'apparaître à l'écran. Je nommerai pas la personne, je vais respecter l'anonymat de la personne. Je viens de terminer ce matin mon 2e atelier sur l'anxiété et l'effet du groupe est assez impressionnant à constater. C'est un très bon programme. Alors, je pense c'est un très beau témoignage. Je remercie chaleureusement la personne qui a fait ce témoignage. Je tiens également à remercier Annie Benoît et Natacha Graham pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé à la conférence. J'espère également que vous serez tout aussi présents. Alors, vous étiez au-dessus de 100 participants à travers le Québec aujourd'hui. Nous aurons un autre webinaire le 30 mai prochain. Notre conférencier, Martin Provencher, qui nous parlera des interventions psychologiques de haute intensité pour les personnes souffrant de troubles dépressifs et anxieux. Toute l'information sera transmise sur le site Internet de Calaxia. Merci à tout le monde. Et sachez, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Vous recevrez également un formulaire vous permettant d'évaluer le webinaire auquel vous avez participé. Je tiens également à souligner les partenaires de recherche de Cible Qualité. C'est ce projet qui est derrière l'organisation de tous ces webinaires, les chercheurs, des co-chercheurs, et également plusieurs partenaires qui, au fil des différentes années du projet Cible Qualité, ont contribué au fait qu'on soit en mesure de vous offrir ces webinaires cette année. Merci beaucoup également aux chercheurs principaux Louise Fournier et Pascal Roberge. Merci beaucoup à tous.